Alors, acting out ou passage à l'acte. Pourquoi y a-t-il autant de flou autour de ces deux notions? Pourquoi y a-t-il autant de flou alors que la première traduction de la Gehirn de Freud a été passage à l'acte? Eh bien, il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que le passage à l'acte, c'est une notion qui nous renvoie la plupart du temps à la psychiatrie et qui évoque une issue définitive, un suicide. Lorsqu'un psychiatre parle d'un passage à l'acte, la plupart du temps, il évoque généralement l'acte qui est posé par un patient pour mettre fin à ses jours. La deuxième raison, c'est que Lacan a préféré à la première traduction de la Gehirn, à savoir donc passage à l'acte, il a préféré la traduction anglaise, c'est-à-dire l'acting out. Si maintenant nous sortons l'expression passage à l'acte de son champ psychiatrique, et si l'on écarte les raisons pour lesquelles Lacan lui a préféré l'acting out, eh bien je dirais qu'il n'y a strictement aucune différence entre les deux notions pour la raison toute simple qu'il s'agit toujours de mettre quelque chose en acte, c'est-à-dire d'agir. Alors bien sûr, on pourra toujours me dire que dans un cas, l'acte est posé envers un autre, alors que dans l'autre cas, il est posé envers soi-même. Seulement, le plus important n'est absolument pas là. Le plus important, c'est que l'acting out, bref, le passage à l'acte, marque la présence d'une résistance et se manifeste à la place de la remémoration. L'acting out, c'est un évitement de la verbalisation qui montre que des mécanismes de défense sont à l'œuvre. C'est une mise en échec de l'élaboration. Le refoulement l'emporte, c'est la victoire de la pulsion, c'est la victoire de la compulsion de répétition. Alors, il peut être intéressant, comme l'ont fait les psychanalystes anglais, il peut être intéressant de distinguer l'acting out et l'acting in. Le premier se caractérisant par un acte qui est posé hors de la cure et le second par un acte qui est posé dans la cure. En tout cas, qu'il ait lieu dans la cure ou hors de la cure, l'acte est toujours transgressif, c'est-à-dire qu'il viole une règle, une loi, un interdit, il donne un coup de canif dans le contrat. Alors, tenter de dresser une liste des passages à l'acte les plus communs dans la cure serait un exercice franchement lassant. Tout au plus, pourrais-je souligner les interruptions précoces, la plupart du temps dans les premières semaines de l'analyse, ou encore toutes les entorses au cadre, et elles sont possiblement multiples. Ce qui permet d'affirmer, encore une fois, l'importance que revêt dès le début de la cure l'imposition d'un cadre qui doit être tacitement accepté par l'analysant, exactement à l'instar d'un contrat qu'il signe et qui l'engage. Pour ce qui est des manifestations de l'acting out, donc hors de la cure, eh bien c'est le déplacement du conflit sur une autre scène que celle sur laquelle il devrait être élaboré. Alors il peut s'agir de la scène du couple, ou de la scène professionnelle, ou que sais-je encore, peu importe. Le déplacement d'une scène à l'autre, c'est l'expression d'une dérivation de la canalisation pulsionnelle dans une direction qui est désormais hors cure. Maintenant, j'imagine que certains d'entre vous pourraient mettre le doigt sur un paradoxe dans mes propos. Ils auraient à l'esprit l'exemple de quelques-uns de leurs patients, des patients à vrai dire de plus en plus nombreux. Bref, ils auraient à l'esprit l'exemple de patients
qui, dès le début de la cure, se trouve dans une inertie consternante. Une inertie qui donne juste envie de les secouer pour s'assurer qu'il y a bien quelque chose à l'intérieur. Le paradoxe, il est là. Comment peut-on, d'une part, considérer l'élaboration comme devant prendre le pas sur tout passage à l'acte, et d'autre part, ne pas pouvoir faire autrement parfois que de stimuler un agir en panne sèche chez des patients atones, anédonistes, alexithymiques, enfermés dans une armure empêchant tout mouvement psychique. Faire poser des actes, inciter au mouvement, ça devient alors un impératif, et c'est ce à quoi s'emploie le malheureux analyste qui doit déroger à la règle, faute de mener une pseudo-analyse en forme de navigation somnolente sur un fleuve sans courant. Analyse interminable ou étayage au long cours. Dans de telles situations, et comme je l'ai dit, elles sont de plus en plus nombreuses, eh bien, il faudrait considérer la stimulation à l'agir comme une première étape, une étape indispensable, impérative, celle de la mise en mouvement du patient dans sa vie en général, avant que cette mise en mouvement ne déclenche un possible mouvement psychique et qu'il soit alors possible, enfin, d'entamer un véritable travail analytique qui, lui, devra se dérouler dans le strict respect du contrat initial.